Bonjour à tous, et à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans ce nouveau webinaire Acheter pour louer, les clés de la réussite. Au cours de ce webinaire, on va donc aborder les différentes problématiques dans l'investissement locatif. On va essayer de répondre à tous les aspects qui sont importants dans un investissement locatif. N'hésitez pas, vous qui regardez ce webinaire, à poser vos questions en direct sur la plateforme. On essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Pour co-animer ce webinaire, aujourd'hui, je suis donc avec Denis Colombe, qui est le directeur général d'Optissimo, société experte en investissement immobilier, en diversification immobilière. Tout à fait. Et j'ai également Clotilde Reboul, donc directrice du développement en gestion locative chez Foncia. Bonjour. Pour ma part, je suis Guillaume Grabowski, conseiller immobilier chez Foncia depuis 4 ans dans la région Montpellier-Rennes. Et je vous partagerai mon expérience terrain pour les achats. Donc, pour commencer, on va faire un état du marché. Alors, ce qui est clair, c'est que le marché a été assez compliqué depuis environ 2 ans, avec des indicateurs un peu poussifs. Aujourd'hui, les données notariales nous montrent clairement que le marché revient à la hausse, qu'il est à nouveau dynamique, ce qui est plutôt un bon point. Alors après, il y a quelques disparités quand même sur le territoire français. La baisse en fait la baisse qu'on a connue là sur les 2 dernières années a fait que les grandes villes, notamment, ont connu des baisses de prix qui étaient plus importantes que d'autres régions. Qui étaient plutôt rares avant. Secondaires, exactement. Par rapport à d'autres régions, comme par exemple les régions côtières, qui elles avaient une dynamique qui était soutenue notamment par la résidence secondaire et par l'investissement locatif. Les taux d'intérêt aujourd'hui qui ont baissé permet de à nouveau donner de la capacité d'emprunt en fait aux ménages, et ce qui sollicite à nouveau de la demande. On a à nouveau des propriétaires qui sont prêts à investir dans l'immobilier, ce qui fait repartir le marché. Voilà. L'autre point par rapport à ce marché immobilier, c'est au niveau locatif. On voit que quand bien même il y a eu une baisse des prix du marché, la tension locative, elle, reste très présente. Alors, on va voir aussi avec toi, Clotilde, il y a une disparité sur le territoire, mais globalement, dans les grandes villes, il y a une forte tension locative, et on va voir que parfois, même dans les petites villes, ça peut arriver qu'il y ait une bonne tension locative. Donc voilà pour ces aspects-là. Sur le... Denis, excuse-moi, je me tourne vers toi. Par rapport aux politiques publiques, est-ce qu'elles ont eu un impact sur l'investissement locatif ces dernières années ? Oui, clairement. On a eu un bon tremblement de terre pour notre part l'année dernière. On était beaucoup axé sur l'immobilier de défiscalisation, comme tu le disais, et on était essentiellement axé sur la loi Pinel. Donc la loi Pinel, on était sur de la défiscalisation dans de l'immobilier neuf en VFA, vente en l'état futur d'achèvement. C'est des lois, il faut le savoir, qui existaient depuis des années. Si ma mémoire est bonne, les premières lois de défisc, ça doit être 1976. Donc on a connu les Cellier, les Robiens, les Borloo, Périssol, etc. Bon, on a un cher président de la République qui n'est pas forcément pro-immobilier, qui est quand même beaucoup plus financier qu'immo, on va dire. Et ça a été un vrai coup de tonnerre quand il a décidé d'arrêter ces lois de défiscalisation. Alors, on peut se demander pourquoi. Est-ce qu'il a pris une décision comme ça ? Je pense que l'Europe y a joué quand même pour beaucoup, parce qu'au niveau européen, on était le seul pays qui avait ce type de loi. Après, on serait quand même en droit de se demander, on était le seul pays qui avait ce type de loi, mais est-ce qu'on ne serait pas le pays le plus fiscalisé d'Europe ? On serait en droit de se poser la question. L'espoir, quand le gouvernement a pris la décision de supprimer cette loi, c'était de faire baisser le prix de l'immobilier neuf, avec des sous-entendus qu'on surpayait les biens neufs au travers d'une défiscalisation. Pour le coup, sur certains projets, c'était réellement pas faux. Pas sur tous, mais sur certains, oui. Résultat des courses, ce qu'on voit aujourd'hui, alors ça va peut-être leur donner raison dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on verra, mais c'est que les prix n'ont pas forcément tendance à baisser pour l'instant dans le neuf, j'entends.
Après, ça a amené pas mal de problématiques. L'immobilier neuf portait le dynamisme locatif de beaucoup de villes. Je vous donne juste un exemple pour imager un petit peu. Vous prenez une ville comme Toulouse. Toulouse, chaque année, on est dans le top des évolutions démographiques françaises, entre 10 000, 12 000, 13 000 nouveaux habitants chaque année, avec une construction d'immobilier neuf à l'arrêt. Eh ben, c'est des problèmes dont tu vas nous parler, Clotilde, tout à l'heure, qui arrivent sur beaucoup de villes en France. Alors, malgré tout, ça nous amène de belles opportunités. Des belles opportunités, c'est que beaucoup avaient cette sécurité d'investir dans le neuf. On se tourne aujourd'hui vers l'ancien, et on en parlera tout à l'heure, ça va amener pas mal d'opportunités. Quelques nouveautés aussi sur le côté touristique. Alors, le meublé de tourisme, c'est toujours très très en vogue. Il n'y avait pas vraiment de limite. Tout le monde s'axait dessus pour aller chercher de la rentabilité. Et en effet, quand on peut louer un appartement sur du long terme à 700 € par mois, 800 € par mois, et ben se dire qu'on peut aller doper cette rentabilité avec le même appartement en le meublant et aller le louer 600, 700, 800 € par semaine, ça a motivé beaucoup de monde. Sauf que ça a amené quand même pas mal de problématiques. Beaucoup moins de logements nus disponibles. C'est ni plus ni moins que de l'offre et de la demande, avec beaucoup d'appartes en touristique, des gens qui ont de plus en plus de mal à se loger, à louer des appartements, avec des loyers qui ont fortement augmenté, même dans le nu. Certaines villes, et l'État aussi, le gouvernement aussi, a décidé de mettre un coup de frein sur le sujet, en disant « Ok, mais face aux tensions que ça emmène, on va limiter le nombre de nuitées, limiter le nombre d'investissements autorisés, et on est allé sur certaines villes jusqu'à l'interdiction de mettre de nouveaux appartements en meublé de tourisme. » On n'est pas à l'abri de se dire que c'est qu'un début. Là, on le voit commencer à arriver depuis, on va dire, une petite année. Et ça risque de continuer malheureusement. Malheureusement, bon. Après, je pense que il y a quand même du positif dans ces décisions-là. Troisième point, l'aide à la rénovation énergétique. Alors, c'est le gros sujet depuis quelques années, assez récemment, depuis 2-3 ans. On a des lois qui sont sorties. Je vous parlerai tout à l'heure de la loi de Normandie qui est devenue un vrai cheval de bataille pour nous, parce que c'est une loi qui est vraiment très intéressante, très sécurisée, très rentable pour les investisseurs. Il faut quand même se dire pourquoi est-ce que le gouvernement pousse sur la rénovation énergétique. Encore une fois, c'est une logique européenne quand même, où l'Europe pousse tous les pays adhérents à travailler sur le sujet. Je ne vais pas vous parler de l'évolution du prix de l'électricité, du prix du gaz, qui va complètement en adéquation avec ces décisions. La valorisation du patrimoine, évidemment, proposer des logements décents à nos locataires, Clotilde. Donc, ça va de pair avec, de toute façon, un marché, pas un marché, pardon, mais avec un parc immobilier vieillissant. Il faut trouver des solutions pour encourager, je pense, le particulier, parce qu'aujourd'hui, via les professionnels, on a une rénovation qui se fait du marché. Exactement. Mais encourager le particulier, c'est aussi, je pense, un levier qui permet de le faire, notamment le de Normandie, quoi. Exactement, exactement. On parlera du de Normandie, Guillaume, un petit peu plus tard. Simplement sur MaPrimeRénov', qui est, on va dire, la mesure phare qui a été donnée par notre gouvernement. C'était positif, l'idée est excellente. Je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi ? MaPrimeRénov' peut prendre en charge des travaux énergétiques. Alors, en travaux énergétiques, je peux entendre le changement de chaudière d'un ballon, l'isolation, les fenêtres, la VMC, tout ce qui va toucher à une amélioration énergétique. Mais ces aides, elles sont quand même relativement disparates. On va aller de 30 à 90% de prise en charge par l'État. Ça va dépendre des travaux, ça va dépendre du montant, ça va dépendre du gain d'énergie que vous espérez, mais ça va aussi dépendre d'un facteur qui est exactement, Clotilde, ça va dépendre du revenu. Donc, plus vous aurez des revenus élevés, moins vous aurez d'aide. Donc, assez compliqué de vous dire entre 30 et 90, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Surtout quand on parle d'investissement locatif en général,
on parle de propriétaires qui sont propriétaires de leur résidence principale, qui ont les moyens de faire un investissement locatif et donc qui ne rentrent pas forcément dans les critères de... Pour autant, il y a toujours des aides. Mais comme tu dis, en effet, moi je le vois avec mes clients sur de l'achat, il y a toujours des aides. Mais pour être éligible, il faut faire bien attention de respecter le cadre, quoi. Et en plus, il faut être motivé, Guillaume. Il faut être très motivé. Il faut être motivé parce que je vais vous donner un petit chiffre qui fait sourire. 2023, 600 000 dossiers déposés pour MaPrimeRénov'. Donc des besoins. Des besoins et une vraie demande. Et on pourrait se dire, le gouvernement nous a mis quelque chose en place qui va vraiment être utile. Face à ce résultat, le gouvernement se fixe l'objectif pour 2024 en disant « Ok, on va aller chercher 20% supplémentaires, on va viser les 700 000 dossiers ». Malheureusement, on arrive en dessous pour 2024 des 300 000 dossiers. Donc au lieu d'aller chercher 20%, on a une baisse de 60%. De là à mettre en cause la lourdeur administrative française, oui, voilà. Il n'y a qu'un pas. Donc pour toi, cet écart, il est vraiment dû à ce problème de lourdeur administrative où du coup les propriétaires se retrouvent un peu bloqués, quoi. Oui, et je pense aussi à la déception, pour être honnête. Okay. Quand on s'attend à se faire financer 70, 80, 90 et qu'on va se retrouver à peine à 30%, ça peut décourager. En termes de communication, on peut reprocher qu'on avait le sentiment qu'on allait recevoir énormément d'aide pour notre rénovation de... Eh oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà pour les petites nouveautés sur le côté IMO. Sur le côté gestion, Clotilde, quelques nouveautés? Effectivement, on a aussi quelques nouveautés, deux aspects réglementaires qui viennent toucher la rentabilité directe de nos propriétaires investisseurs. Le premier, comme on disait jusqu'à présent, c'est la performance énergétique. Aujourd'hui, l'État met vraiment un focus là-dessus pour que les logements dits passoires énergétiques et énergivores passent par la case travaux, avec des interdictions de louer, notamment en 2023, les logements classés en G+, qui ne pouvaient plus être proposés sur le marché locatif. En 2025, c'était autour des logements classés en G. Suivront en 2028 et 2034 les F et les E. Donc on a vraiment un accompagnement à fournir pour nos propriétaires pour déceler quels vont être les prochains travaux à fournir dans nos logements. Pour ça, on a quelque chose au sein de Foncia qui s'appelle l'étude Rénov+. On étudie avec nos propriétaires les diagnostics qui sont mal classés pour anticiper les travaux, détecter les bons travaux pour que on ne se perde pas dans des travaux pas nécessaires. Tu l'as dit tout à l'heure, des fois il suffit d'une VMC, d'un cumulus à changer et de ne pas engager des travaux trop lourds. L'idée, c'est de les accompagner, c'est d'anticiper ces dates qui sont butoirs et d'avoir toujours sur notre marché des logements qui sont aux normes de décence demandées par notre État. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, on voit vraiment que la gestion et la transaction, c'est hyper complémentaire, parce que toi, tu vas parler de propriétaires qui ont déjà acheté leur logement, qui cherchent à le louer, ou alors qui est déjà en location et qui doit subir une rénovation énergétique. Mais c'est vrai que cet accompagnement, il démarre aussi à la transaction, parce que nous, on voit en transaction, quand on a des clients on les oriente sur une passoire énergétique, entre guillemets. En 2023, le vent de panique qui a soufflé sur la transaction par rapport à tous les biens qui étaient considérés comme passoires énergétiques était assez impressionnant. Et le nombre de travaux qui ont été mal préconisés, et le nombre de travaux qui ont été mal préconisés. Avec des sommes engagées qui n'étaient pas forcément les bonnes. Mais c'est nouveau pour tout le monde. Pour... C'est-à-dire que c'est nouveau pour tout le monde. Le DPE, on ne savait pas vraiment comment l'analyser, ce qu'il fallait modifier ou pas. Et donc voilà, c'est très complémentaire parce que c'est vrai que quand on est en bonne collaboration avec la gestion, ça permet d'avoir des flux dans les deux sens où le client, il est accompagné du début jusqu'à la fin, de l'achat jusqu'à la mise en location. On a un deuxième aspect réglementaire qui vient également embêter nos villes tendues, qui est donc l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers est maintenant actif sur les grosses villes, Paris, Lyon, Bordeaux, on a maintenant Grenoble également, et vient donc encadrer le montant de loyer qu'on va pouvoir appliquer sur les logements de nos propriétaires, avec un loyer maximum, un loyer marché et un loyer minimum. Ce qui va du coup venir directement impacter la rentabilité de nos propriétaires qui avaient par le passé l'habitude de louer à des prix, notamment sur les petites surfaces, assez démesurés et qui se voient restreints à redescendre le montant de leur loyer. Pour se rendre compte, sur par exemple un studio de 30 mètres carrés sur une ville comme Lyon, ça représente quoi ?
Jusqu'à présent, un studio de 30 mètres carrés meublé, on arrivait à avoir des loyers entre 550 et 600 euros. Aujourd'hui, avec l'encadrement des loyers, on est plutôt sur du 450. Donc on a une vraie perte pour nos propriétaires en termes de rentabilité. On a une possibilité de contournement avec un complément de loyer qu'on peut ajouter à nos loyers. Ce complément de loyer doit être justifié par des critères spécifiques et justifiables. Il y a parfois quelques débordements. Avec quelques débordements. Donc ça peut être une vue notamment. Donc ça fait partie des critères qu'on justifie, mais qu'il faut chiffrer, qu'ils doivent être indiqués dans le bail. Et nos locataires ont la possibilité pendant 2 mois d'éventuellement venir le contester. Donc c'est un risque que peuvent prendre nos propriétaires que d'appliquer un complément de loyer pour se réajuster au prix du marché. Passer par la gestion locative foncière, c'est quelque part pour le propriétaire s'assurer qu'il n'y aura pas de soucis au niveau de l'encadrement du loyer, que tout est bien respecté, et que le locataire ne se retournera pas contre lui. Aujourd'hui, on a effectivement des propriétaires qui abusent sur des compléments de loyer parce que les mobiliers sont neufs, parce que l'emplacement est sympa. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut vraiment des critères exceptionnels, des jardins en pleine ville, des hauteurs sous plafond extraordinaires, des choses qui vraiment sortent de l'ordinaire et qui vraiment vont justifier qu'on peut compléter notre loyer pour revenir sur un prix de marché comparable aux autres. D'accord. Moi, je rebondis sur ce que tu es en train de dire, Clotilde. Donc, de ce que je comprends, de ce que tu viens de dire, Denis, et toi, Clotilde, c'est que l'immobilier est quand même un petit peu en mutation en ce moment. La location aussi, de ce que je comprends, que ce soit la partie rénovation, investissement dans le neuf ou la location. Donc, quid de investir, c'est bien, mais bien investir, c'est encore mieux. Et donc, comment fait-on pour bien investir ? Moi, sur la partie transac, ce que j'ai pu regarder, et au vu de ce que vous dites, c'est que en fait, il y a plus ou moins un type de bien idéal dans lequel on peut investir. Je vais commencer par le secteur du bien. Idéalement, il faut quand même investir dans un secteur où l'encadrement des loyers est favorable et où on ne va pas se retrouver avec un appartement qu'on aurait acheté avec une valorisation patrimoniale importante, mais un encadrement des loyers assez sévère qui fait qu'en termes de rentabilité, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est devenu un vrai critère. Oui, c'est devenu un vrai critère. Je suis complètement d'accord avec toi. Le deuxième critère, c'est peut-être la typologie du bien, voir s'il faut privilégier les petites ou les grandes surfaces. Alors, clairement, sur de l'investissement locatif, il faut privilégier les petites surfaces et plus particulièrement un type 1 à un type 2. Concrètement, sur mon secteur, si vous achetez un type 1 de 30 mètres carrés ou un type 2 de 30 mètres carrés de la même superficie, l'encadrement du loyer va être plus favorable pour le type 1. Donc, prenez un studio, c'est plus simple, je pense, pour les investisseurs avec un loyer plus important que si vous aviez acheté pour la même surface un type 2. Aussi par rapport à l'encadrement du loyer, tu parlais donc du complément de loyer qui devait se justifier. Si demain on achète un appartement avec de la rénovation énergétique à prévoir, on va avoir un prix d'achat qui va être un petit peu plus intéressant et on va surtout pouvoir justifier le fameux complément de loyer parce qu'on aura un confort de l'appartement qui sera un petit peu plus important. Donc concrètement, il faut acheter une petite surface dans de l'ancien avec de la rénovation énergétique avec de la rénovation qui permet d'améliorer la rénovation énergétique et dans un secteur où il y a un encadrement de loyer qui est favorable, et un bon dynamisme. Une possibilité d'appliquer un complément éventuel. Voilà, une possibilité d'appliquer un complément. C'est là où on voit que c'est bien complémentaire parce que je suppose qu'en transaction, tous les bailleurs qui vont avoir leur logement en E, en F ou en G, je suppose que des belles opportunités sur des gens qui n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens de se lancer dans des gros travaux, tu dois les retrouver de ton côté en transaction. Tout à fait. C'est ce que je te disais, Clotilde, quand en 2023, donc, il y a eu l'annonce par rapport au DPE, le nombre de propriétaires qui nous ont appelés paniqués parce que leur logement allait sortir de la location et donc on a dû les accompagner sur de la vente avec un projet de rénovation énergétique derrière pour le futur acquéreur puisque le propriétaire, lui, ne pouvait pas le faire. Un dernier petit point par rapport à l'investissement en collaboration avec toi, Denis. 2 types d'investissements pour moi. L'investissement, on va dire, patrimonial et l'investissement de rentabilité. Alors l'investissement de patrimonial, ça va être dans les grandes lignes, le propriétaire qui va plutôt aller chercher, non pas de la rentabilité, mais de capitaliser sur un patrimoine qui va évoluer au fil des années par l'évolution classique de l'immobilier. Et ensuite, l'investissement plus rentable, où là, on ne va pas forcément aller chercher la qualité du bâti, mais plutôt un cash flow positif, donc ce qu'on appelle un cash flow positif, où on va avoir des revenus supérieurs aux charges pour l'appartement. Exactement. Et c'est une discussion qui est souvent très animée, très sympa. Pourquoi ? Parce que
Pour moi, il n'y a pas de vrai conseil à donner. Tout son temps. Celui qui va vouloir investir sur un bel appartement, dans un bel immeuble haussmannien, en plein cœur d'une ville, qui va vouloir viser exactement de la transmission, c'est souvent des gens qui vont vouloir conserver ce bien, et tant pis pour la rentabilité. On peut l'entendre parfaitement. On peut entendre aussi celui qui se dit ok, je suis jeune ou même moins jeune, moi ce que je vais vouloir c'est pouvoir les enchaîner. Je vais aller chercher la plus grande rentabilité, la plus grosse rentabilité, donc forcément on ne va pas être dans du cœur historique, mais on peut faire de très belles choses en périphérie, avec un bon potentiel locatif quand même, et aller chercher une rentabilité intéressante qui va peut-être pas dégager du cash flow, et encore que, pourquoi pas, mais du moins pas coûter grand-chose et qui va permettre d'enchaîner différents investissements. Partir sur des longues durées de prêt, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais les deux discours, je trouve, s'entendent mais parfaitement. Et un investisseur peut être typé rentabilité ou patrimonial. J'allais dire, on n'a pas forcément à être juge et à donner de conseils là-dessus. Mettre les deux. Et pourquoi pas faire les deux. Moi, le conseil que je donne toujours, c'est répartir ses œufs dans différents paniers, histoire Tout à fait. de répartir le risque. Justement, par rapport donc, au financement, Denis, donc, acheter un bien pour le louer, c'est très bien. Quid du financement? Aujourd'hui, comment le financer? Est-ce que tu as des informations à nous donner? Et comment optimiser ce financement? Comment optimiser sa fiscalité en tant que particulier quand on achète un appartement? Alors, je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Sur 10 ans, on peut aller chercher aujourd'hui du 3%. Donc, on a des taux qui sont quand même bien revenus, on va dire, normaux. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a connu avec des taux en dessous de 1%, on est loin des 1%, on en est encore loin. Mais j'allais dire... Il nous manque. Il nous manque beaucoup. Sur 15 ans, on va être dans les 3,10, 3,15. Sur 20 ans, quand on arrive à décrocher un 3,20, c'est déjà pas mal. Je vous parle quand même du 25 ans, où on peut arriver à avoir du 3,30, 3,40. Le 25 ans, les banques vont être frileuses dessus. Moi, je le conseille personnellement de partir sur des durées longues, surtout quand on est jeune. C'est vrai qu'arriver sur du 50, 60 ans, partir sur du 25 ans, ça peut paraître un petit peu compliqué, et encore que, si on vise une revente. Mais les banques sont très frileuses, souvent sur le 25 ans, et vont vous dire non, c'est pas une bonne idée, etc. Très franchement, ça permet de faire plusieurs opérations, surtout quand on est jeune, d'avoir le restant à charge le moins élevé possible, avec un petit effort d'épargne, voire des efforts d'épargne quasiment inexistants. Donc, ce n'est pas inintéressant. Et certaines banques sont spécialisées sur le sujet. Par exemple, le LCL, avec qui on travaille pas mal, eux sont spécialisés sur le 25 ans. N'hésitez pas à le proposer. Donc, si vous cherchez à financer sur 25 ans, n'hésitez pas à pousser votre banquier. Il est en capacité de le faire, il peut le faire, mais il va essayer de vous décourager. Et pour autant, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, moi je suis surpris parce que je ne savais pas que sur justement de l'investissement locatif, on pouvait se faire financer jusqu'à 25 ans. Beaucoup. Ouais, Et tu préconises de passer par un courtier plutôt que d'aller voir sa banque directement? Alors, le courtier va vous coûter un petit peu d'argent, mais il va vous en faire économiser beaucoup. Il a les portes grandes ouvertes normalement. Ouais, clairement. Il a les portes grandes ouvertes. Vous pouvez faire le travail du courtier, c'est pas très difficile d'aller frapper les portes de 2, 3, 4, 5 banques. Je donnerai un ou deux petits conseils à la fin. Mais oui, c'est la simplicité, passer par le courtier. Les experts nous disent une stabilisation des taux d'ici fin d'année entre 2,60 et 2,80. On peut l'espérer, donc ça veut dire une tendance encore un petit peu à la baisse. Attention à la conjoncture économique globale et qui peut être instable et qui peut influencer ça, mais globalement, on a plutôt une tendance à la baisse. En ce qui concerne l'apport, alors ça va dépendre des dossiers. Sur un bon dossier, vous êtes un bon client de votre banque, fidèle, etc., avec de l'épargne de côté, ça sera au minimum les frais. Donc quand on dit les frais, ça va se tourner à peu près dans les 10%, 10% du montant financé. Les frais de mutation, quoi. Ouais, c'est ça, plus les frais d'hypothèque ou de garantie. Quand on va avoir un profil un peu plus à risque, alors pour la banque, quand je dis profil à risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire peu de capacité à épargner, peu de liquidité de côté. Un jeune. Ouais, clairement. Voir ce qu'on a tous connu, le petit crédit conso pour aider à payer la première voiture, etc. Là, c'est du profil que eux
vont considérer un risque et pour vous prêter de l'argent, ils vont vous demander Des un garanties. maximum d'apport. Et c'est sur ce qu'ils estiment en dossier à risque. C'est pas rare de voir des demandes entre 20 et 30% d'apport quand même. Ah oui. Donc, Ah oui, c'est beaucoup. ouais. Ok. La sélection du produit, là aussi, on le néglige souvent. Bien maîtriser, quand on va voir son banquier, il faut y croire. Il faut avoir un bon produit entre les mains auquel on croit beaucoup. Oui, lui Donc, montrer qu'on connaît le produit, quoi. Exactement. On sait ce qu'on achète. Clairement, on sait ce qu'on achète, la valeur, le prix au mètre carré, l'emplacement, le dynamisme locatif. Il faut lui montrer qu'on y croit et qu'on maîtrise son sujet. C'est important pour le banquier de voir ça. Donc demain, moi, si j'arrive avec un dossier complet où j'ai fait une proposition sur un appartement, je lui explique que le DPE aujourd'hui est comme ça, mais qu'avec les travaux devisés à hauteur de temps, le DPE va se transformer en B, en C ou en D, enfin une bonne note où je pourrais le louer. Oui. Une attestation de location, de valeur locative derrière, et peut-être éventuellement une étude de secteur du marché. Pourquoi pas? Par exemple, aller... Ça peut le convaincre. Ouais, tout à fait. Aller Ok. sur Efficity, regarder le prix au mètre carré du secteur pour lui montrer, regardez mon prix au mètre carré, regardez le prix au mètre carré du secteur. Clairement, c'est des bons signaux qu'on envoie aux banquiers. Pour finir, quelques petits tips pour les financements. Toujours preneur. Toujours consulter une autre banque. Alors, je suppose que vous êtes nombreux à nous écouter en disant « Oh là là, le changement de banque, c'est compliqué, on n'a pas envie, les prélèvements automatiques, etc. » Vous n'êtes pas forcément obligé de changer de banque. Par contre, dites-vous bien une chose, jamais votre banquier vous fera la meilleure proposition. Ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, les meilleures propositions sont réservées à ce que les banquiers appellent de la conquête. La conquête, c'est quoi? On va aller chercher de nouveaux clients. Comment on va chercher, quand on est banquier, de nouveaux clients? En proposant des taux agressifs. Et meilleurs, forcément, si vous voulez déloger quelqu'un d'une banque, vous êtes obligé de proposer des taux agressifs qui le feront venir chez vous. Donc, votre banquier, malheureusement, et il vous le dira, ne peut pas vous faire la plus belle des propositions. Si vous n'avez pas envie de changer de banque, alors passez par un courtier, pourquoi pas, mais surtout, allez chercher des propositions dans 1, 2, 3 banques différentes et allez voir votre banquier avec les propositions en main en disant « j'ai eu telle proposition, soit tu t'alignes, soit je m'en vais ». Donc ça, c'est le premier bon conseil. Deuxième conseil, il n'y a pas une banque qui propose les meilleurs taux, ça n'existe pas. Ils tournent. Donc on va rentrer dans une phase de conquête pour une banque. Donc cette phase de conquête va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Une fois que le réservoir est rempli de nouveaux clients, on arrête. Et on laisse le petit copain repasser devant. Donc ce qui fait que ça tourne. Et c'est jamais la même banque qui va avoir le meilleur taux. Oui, donc il faut vraiment, à chaque fois qu'on a envie de faire un crédit, il faut, je pense, faire une photographie de l'ensemble des acteurs de crédit, Clairement. des acteurs bancaires, pour voir lequel est le plus intéressant pour nous, quoi. Soi-même ou avec Soi-même ou un avec un professionnel. Exactement. Exactement. Est-ce que tu as d'autres tips à nous donner sur Deux autres. Deux autres. L'assurance d'essai invalidité. Alors, on va souvent aller se battre avec le banquier sur son taux. Alors, le taux est important, mais l'ADI l'est tout autant. Assurance d'essai invalidité. L'assurance d'essai invalidité, dites-vous bien qu'elle va être calculée de manière figée sur l'intégralité du montant financé sur toute la durée. Le taux d'intérêt, lui, je pense que beaucoup le savent, au début d'un remboursement bancaire, on paye beaucoup d'intérêt, peu de capital. Et petit à petit, en avançant dans le financement, ça va s'inverser. On va rembourser beaucoup de capital et peu d'intérêt. L'ADI, ça va être la même chose sur toute la durée. Donc, ça coûte relativement cher. Par contre, il vaut mieux se battre avec son banquier sur le taux d'intérêt parce que l'ADI, à tout moment, vous pouvez la faire acheter par les professionnels. Il y a beaucoup de sociétés qui sont lancées dans le courtage d'assurance. C'est des choses qui sont très simples. Et dès la première année, vous pouvez changer d'assurance. Donc, mieux vaut se battre sur le prêt, lui laisser l'assurance et renégocier après. Ok. Dernier tips, ce qu'on appelle les IRA, indemnités de remboursement anticipé. C'est quand vous allez vouloir solder votre crédit, quand vous avez vendu, ou alors quand vous allez vouloir vous faire racheter. On ne désespère pas, peut-être qu'un jour on reviendra sur des taux de 1%, on l'espère tous. C'était quand même exceptionnel. C'était quand même exceptionnel, mais quand on pense aux gens, on va dire l'année dernière, on avait des taux à 4,5-5%, même
aujourd'hui, ça commence à valoir le coup de se faire racheter le crédit. À quel moment on peut se faire racheter? Mon exemple personnel, j'achète à 4,5% l'année dernière. J'ai sollicité ma banque pour qu'elle me rachète le crédit en début d'année, là, cette année. Elle a refusé. Donc, Tu as sollicité? ma banque, tout à fait. Donc, à T'as la solliciter réponse. d'autres banques. OK. Bon, ben, au moins, vous le saurez. Donc, les indemnités de remboursement anticipé vont vous être demandées par la banque lors du rachat. Donc, quand vous allez signer votre crédit, le banquier ne va pas forcément vous en parler de ces indemnités, mais elles sont généralement de 3% du montant, donc c'est pas rien. Donc, il vaut mieux regarder les petites lignes et aller négocier ce qu'ils appellent les IRA, plutôt que d'aller négocier 100 balles ou 100 euros pardon, sur des, OK. sur des frais de dossier bancaire, par exemple. Je vois. Donc, on va voir son banquier avec un joli projet, un bon prix au mètre carré et un bon potentiel locatif, Clotilde, au niveau des secteurs. Oui, alors au niveau des secteurs, effectivement, quand on regarde notre belle carte de la France, on peut voir qu'on a une forte demande locative sur différentes villes. La première, on va parler de Lyon, qui aujourd'hui montre en tout cas une vraie compétition sur le locatif. On peut compter en moyenne 12 dossiers candidats pour un logement. Donc aujourd'hui, trouver un appartement sur Lyon, comme sur d'autres villes, Rennes, Paris, c'est le même débat, est devenu très très compliqué. Il faut avoir un dossier béton, il faut montrer patte blanche et puis il faut être très réactif. Et parfois, ça ne suffit pas. Et parfois, ça suffit. Et parfois, ça suffit pas. On a d'autres villes qui sont plutôt portées étudiants ou bassins économiques forts. On va parler par exemple de Montpellier, de Toulouse avec Airbus, de Strasbourg qui est plutôt aussi stratégiquement parlant bien situé sur la carte de la France. On a des villes comme Nanterre, Créteil ou Saint-Denis qui sont plutôt bien situées également parce qu'en périphérie d'une région parisienne qui se rejoint assez facilement grâce au train par exemple. Et donc on a des universités intéressantes aussi sur ces secteurs-là. Et on a potentiellement des villes où il fait bon vivre, comme Marseille par exemple, où on a un climat plutôt agréable et qui attire de plus en plus de Parisiens par exemple. Après, on a des villes qui sont un peu plus moyennes et qui sont très intéressantes pour la de Normandie, par exemple, et qui sont des villes type Avignon, Limoges, Chartres ou Carcassonne, et qui attirent aussi également de plus en plus de personnes parce qu'on a du patrimoine rénové grâce à des dispositifs fiscaux intéressants et potentiellement aussi de la demande locative. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos équipes Foncia sont situées sur l'ensemble de la carte et sont vraiment dédiées à l'accompagnement de nos propriétaires, investisseurs, bailleurs. On va accompagner nos propriétaires dans différentes missions. La première, évidemment, c'est la location du bien. C'est de là que tout commence. Bien sûr. Mais avant même de parler de location, on va parler de l'estimation de la valeur du bien, parce qu'on a des villes où on a des encadrements de loyer, mais d'autres où il n'y en a pas. On a des villes où on a aussi des plafonnements en fonction de nos zones pour la fiscalité. Donc, on les accompagne dans cette démarche-là pour être au bon prix. Un bon prix, c'est un prix gourmand mais réalisable qui va satisfaire notre propriétaire et faire en sorte de trouver un locataire assez rapidement. Foncia est quand même le premier loueur de France, donc on a des bases de données très importantes en locatif qui permettent de louer dans un délai très court et permettent de réduire au maximum la vacance locative. On a différents critères pour rechercher nos locataires, on en parlera un petit peu plus tard. On a aussi l'avantage de passer par une agence comme Foncia, des contrats de location faits dans les règles de l'art, c'est quand même un acte important, c'est un engagement de durée important, avec potentiellement des conflits avec un locataire si ce n'est pas fait dans les règles de l'art, et un état des lieux également fait par des professionnels qui est contradictoire, signé par les deux parties. Entre deux locataires, tu veux dire? Oui. Voilà, entre deux locataires, état des lieux fait par un professionnel. À la sortie et à l'entrée, qui va du coup garantir à nos propriétaires le bon vieillissement du logement et donc le suivi de nos appartements sur la partie technique. Ça, c'est pour la partie location. Ensuite, on a effectivement la partie gestion locative, où là, on va accompagner nos propriétaires dans toutes les missions liées à la gestion locative, que ce soit de la gestion technique, de la gestion administrative, de la gestion fiscale. On va faire tout plein de petites actions qu'un propriétaire particulier ne fera peut-être pas lui-même, à savoir revaloriser des charges, à savoir ajuster le loyer en fonction de l'IRL, à savoir répercuter une taxe d'ordure ménagère sur son locataire une fois par an. Toutes ces petites missions-là sont des récurrences que nous, on fait automatiquement, qu'un particulier
ne fera pas forcément et qui va du coup assurer peut-être potentiellement un peu plus de rentabilité à nos propriétaires parce que ça leur fera potentiellement aussi augmenter leur loyer par exemple ou être au plus juste sur leurs charges. Oui, il y a la rentabilité effective, c'est-à-dire le loyer par rapport au prix de l'appartement, puis après il y a la rentabilité fonctionnelle, Exactement. tous les petits moments de dysfonctionnement qui vont venir entacher la rentabilité annuelle, quoi. Exactement. On va faire exactement toute la partie administrative et technique du logement. Et l'idée, effectivement, c'est que nos propriétaires n'aient plus aucun souci à se faire. C'est ce que Qu'on j'allais prenne dire. l'ensemble des tâches. Ils n'ont plus qu'à récolter les fruits de leur location. Il faut savoir que l'intégralité des frais liés à une gestion ou à une location sont déductibles des revenus fonciers à 100% si on est au régime réel. Donc, pourquoi s'en priver, tout simplement. Et merci Clotilde pour toutes ces précisions. Je finis, pardon, juste je te coupe. Ah ouais, non, c'est trop tard. Nous garantissons également les loyers sur les fonds propres de notre cabinet, qui est quand même la force de Foncia. Il ne fallait pas que j'oublie cette partie-là. Foncia est un peu garant pour ses locataires et assure les loyers, les charges, les taxes, sans délai, sans limite et sans franchise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre locataire est rentré dans le logement, vous ne vous posez aucune question tant que le logement est loué. Les fonds propres du cabinet sont engagés et nous payons les loyers tous les mois à la même date. Donc aucun risque lié à un prêt immobilier par exemple, aucun tracas lié à des retards de paiement parce que ça prend en charge l'impayé mais aussi le mauvais payeur, qui sont deux choses différentes. Okay. Et ça engage aussi Foncia, donc ça nécessite quand même un suivi du contentieux, une sélection de candidats peut-être un peu plus pertinente qu'ailleurs, parce qu'à partir du moment où on est engagé financièrement, on fait les choses comme si c'était nos biens. Exactement, et tu l'as dit, c'est pas une assurance, c'est sur fonds propres. Garantie. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Oui, donc derrière la gestion locative, il y a quand même énormément d'aspects qui sont pris en compte et qui sont pris en charge par l'entreprise. Ok. Alors, donc si je résume, on fait appel au service transaction Foncia pour trouver le bien idéal dans lequel investir. Avec évidemment toi, Denis, qui accompagnera le client pour lui proposer différents systèmes de défiscalisation. Tout à fait. On le met en location, Clotilde, avec toi, avec des garanties béton de ce que je comprends. Une location rapide et efficace. Mais par contre, quid encore donc, du système locatif? De ce que je comprends, il y a quand même plusieurs possibilités de mise en location, plusieurs systèmes fiscaux. Est-ce que tu peux un petit peu nous éclairer, Denis, sur quelles sont les meilleures possibilités d'optimiser sa fiscalité sur la partie locative? Pas de souci. Alors, il n'y a pas vraiment de meilleur. Ça va vraiment dépendre du profil de chacun, comme dans beaucoup de métiers. C'est la découverte de la personne qu'on a en face de soi qui va être la plus importante en fonction de son profil, de sa fiscalité, de ses objectifs. Donc là, on va parler de trois. La location nue, de manière classique, avec laquelle on va pouvoir faire du déficit foncier. La location en meublé. Et enfin, l'investissement en défiscalisation. Avec l'offre clé en main qu'on a pu bâtir avec Optissimo et Foncia. La location nue avec le déficit foncier, donc j'allais dire ça c'est on ne peut plus classique. La location nue, on va avoir ces loyers qui vont rentrer, Clotilde s'occupera de la location et là-dessus en défiscalisation on peut aller chercher du déficit foncier. Le déficit foncier, là je m'adresse plus aux primo-investisseurs, on va avoir d'un côté du plus, c'est les loyers qui vont rentrer. Clotilde le disait sur les charges qui sont défiscalisables. On va avoir de l'autre côté les charges qu'on va pouvoir déduire. Donc les charges, ça va être les charges de copropriété, ça va être la taxe foncière, ça va être les charges de gestion et ça va être les travaux éventuels. Donc les travaux, c'est une arme de défiscalisation qui peut être important. C'est un levier. C'est un levier important. Donc d'un côté des plus, de l'autre côté des moins. Donc prenons un exemple simple, je le schématise, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pour que nos primo-investisseurs puissent comprendre. Soit clair pour ouais, exactement. Prenons quelqu'un qui aurait, on va dire, 15 000 euros de revenus fonciers par an. Il achète un appartement, donc 15 000 euros de revenus existants. Il va acheter un appartement et sur cet appartement, il va mettre 60 000 euros de travaux. Donc une rénovation vraiment de A à Z d'un appartement. L'appartement est nickel, là, 60 000 euros. Ouais, tout à fait. Ça dépend de la surface. Oui, ouais. Sur 50 mètres carrés, on est bien. On est bien, ouais, c'est ça. Mais on est vraiment là, pour le coup, de A à Z. C'est à peu près le prix sur une surface de 50-60 mètres carrés. On y est. Ces 60 000 euros, en fait, on va pouvoir gommer la totalité de ces revenus fonciers existants.
Donc, une personne qui avait ses 1 200 € par mois de loyer, 15 000 € on a dit à l'année, avec 60 000 € de travaux, il va pouvoir gommer pendant 4 ans, parce que ce déficit est reportable, la totalité de ses revenus fonciers. Donc on gomme du revenu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la tranche marginale d'imposition dans laquelle on est vraiment super importante. Si, imaginons, ces 15 000 € de revenus sont dans une tranche à 40%, ça veut dire que 60 000 € de travaux, 40% de ces 60 000, soit 24 000 €, vont être financés par les impôts. Dans une tranche à 30, ça reste très intéressant. Dans une tranche à 5, un peu moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc c'est pour ça que le déficit foncier, on le réserve assez souvent à des gens qui ont déjà du revenu foncier. Ok. Alors c'est un peu technique, hein, comme tu le dis, mais en tout cas, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc concrètement, on peut ne pas être imposé sur ses revenus si on fait des travaux dans l'appartement. Encore mieux, si on a déjà des revenus existants, c'est souvent la meilleure solution. Okay. Si on a du revenu locatif déjà existant, souvent, c'est la solution qu'on préconise. Pas tout le temps, ça dépend de la tranche marginale d'imposition, mais la plupart du temps. Ok. On peut parler rapidement aussi de la location meublée. Donc la location meublée, vous verrez, je mettrai un petit bémol à la fin, mais c'est un super produit retraite. Je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est assez complexe. On va rentrer dans du revenu BIC, donc avec un système d'amortissement. Donc pour ceux qui nous regardent, qui connaissent le système, par exemple, d'un achat de voiture avec une entreprise, c'est exactement la même chose. On va décomposer par tranche l'appartement et on va l'amortir sur la durée. Cet amortissement, il va gommer le revenu généré. Donc, pour faire simple, on va acheter un appartement, on n'a pas grand-chose à faire, on le meuble, et derrière, on va avoir du revenu défiscalisé pendant 10, 12, 15, voire 20 ans. Donc, c'est quand même très intéressant sur cette partie défiscalisation. Alors, on ne ressent pas cette défiscalisation parce que quelque part, on n'a pas une réduction d'impôt, mais le revenu qu'on génère n'est pas fiscalisé. Et quand on voit les tranches d'imposition en France et ce qu'on paye, c'est quand même pas mal pour la retraite de se faire un vrai revenu défiscalisé. Petit bémol, je vous le disais malheureusement, ce statut, c'est pas une loi, c'est un statut. Il devrait être modifié. On croise les doigts pour que non. C'était trop beau. C'était trop beau. On sait qu'il est dans le viseur de nos gouvernements depuis pas mal d'années et je pense que cette année sera la bonne, malheureusement. Ils sont en train de réfléchir à un statut de bailleur privé ou quelque part, alors ils nous disent pour simplifier. La simplification à bon dos, mais on pourrait voir la fin de ce statut louant meublé. Okay. On pourrait en voir la fin. Donc attention, ceux qui veulent se lancer dans ce projet-là, petit bémol sur le sujet. Bon, jusque-là, donc les deux systèmes de location qu'on connaît le plus. Voilà. Oui, tout à fait. Le meublé et le nu. Tout à fait. Et on va venir sur un dispositif. Alors, je vous parlais de Malraux de Normandie. Le Malraux, je vous en dis juste un mot parce que ça correspond vraiment qu'à une frange de la population. On est sur du monument historique en cœur de ville, dans des quartiers sauvegardés, sur de la très belle pierre. C'est une défiscalisation qui va permettre d'avoir des réductions d'impôts vraiment massives, mais qui vont être réservées à des gens qui vont être très grandement dans une TMI, dans une tranche marginale d'imposition à 40%. À 40%. Donc, ça va concerner une frange de la population assez faible. Par contre, les gens très grassement dans une tranche à 40, ça vaut le coup de s'y pencher dessus. Le de Normandie, qui est aujourd'hui notre produit phare, vraiment, qui est en train de se développer de manière vraiment importante. Pour vous donner un ordre d'idée, ça, c'est au bon vouloir de Monsieur le maire, de rendre votre ville éligible au de Normandie, en signant ce qu'on appelle une ORT ou en participant à Action Cœur de Ville. Donc c'est le maire qui décide d'inscrire sa ville. On avait 222 villes il y a 3 ans, on a dépassé les 2000 villes cette année. C'est un avantage fiscal qui est comme le Pinel, c'est-à-dire qu'on va avoir 2% de la valeur en économie d'impôt. On achète un bien à 150 000 €, 3 000 € de réduction d'impôt sur 6, 9 ou 12 ans. C'est assez intéressant pour les villes finalement parce que ça permet de rénover l'ancien patrimoine, le cœur de ville, avec des logements anciennement
en mauvais état et permettant de remettre au goût du jour le patrimoine. Oui, il y a des villes. La tendance globale avec la fin du Pinel, de toute façon, c'est de réhabiliter l'existant et de plus miser que sur la construction. Donc c'est parfaitement dans cette direction. Exactement. Sur de l'immeuble entier, sur appartement par appartement. Mais en tout cas, ça valorise vraiment les cœurs de ville. Quelques infos sur le de Normandie. Il faut réaliser plus de 25% de la valeur globale. Ça veut dire quoi? On achète un appartement à 100 000 euros. Il faut au moins mettre 25 000 euros de travaux. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui sont vraiment précis, qui connaissent, le calcul n'est pas tout à fait ça, mais ça serait un peu plus complexe à expliquer, mais il faut dépasser 25% de travaux. Il faut au moins que ces travaux concernent 2 facteurs énergétiques, que ce soit la VMC, ballon d'eau chaude, chaudière, fenêtre, isolation. Ce qui ne devrait pas être compliqué sur du patrimoine ancien. Ce qui n'est pas très compliqué, on est bien d'accord. Et il faut aller chercher une augmentation de 20% de valeur énergétique pour du collectif, 30% pour de la maison individuelle. Donc, pas si simple. Attention, on a une date de péremption de cette loi, pour l'instant, qui est en décembre 2027. Donc, c'est maintenant qu'il faut investir. C'est une loi qui est très simple, très sécurisée, très rentable, parce que en plus de la rentabilité de l'immobilier ancien, parce que là, on est en train de parler d'appartements, Guillaume, que toi-même, tu pourrais vendre en agence, sur lequel on va mettre un pack travaux avec des entreprises qu'on connaît, qu'on maîtrise, avec qui on est en partenariat. Voilà, on a une durée de vie, on l'espère qu'il sera renouvelé, mais pour l'instant, on est sur du décembre 2027. Donc, l'accompagnement d'Optissimo, aujourd'hui, avec le groupe Foncia, on va vous accompagner du début jusqu'à la fin sur cette loi. Le sourcing du bien, en analysant évidemment le prix au mètre carré, le potentiel locatif, pour avoir un bon investissement qui soit, on le disait tout à l'heure, soit du patrimonial, soit du très rentable, soit sur un juste milieu. Tout est possible. Oui. Établissement des devis travaux, réalisation des diagnostics et, le plus important, pour assurer nos clients et leurs banquiers, une attestation d'avocat qui va couvrir. Et ça, c'est important. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, parce que c'est ce qui va garantir à l'investisseur de bien avoir sa réduction d'impôt et de bien pouvoir bénéficier de ce dispositif, et de plus en plus de banques les demandent. On fait également ce type d'accompagnement sur le de Normandie. On peut le faire sur le lourd en meublé non professionnel, sur le meublé ou sur le déficit foncier de la même manière. Ok. Alors, on a d'ailleurs quelques exemples de biens dans lesquels il est judicieux de pouvoir investir. Alors, le premier, c'est pour toi, Denis. Ouais. Ça, c'est un bien qu'on a fait, qui vient de Foncière Transaction. Comme quoi, la collaboration est partout. La synergie. Exactement, la synergie est partout. Tout à fait. Un bien sur Carcassonne qui nous a été sourcé par Foncière Transaction. Notre société de travaux nous a fait devis. Alors, c'était un appartement qui était dans un état quand même assez compliqué. Donc, on fait vraiment une rénovation totale à neuf de A à Z. Pour vous donner un ordre d'idée, un appartement comme ça de 35 mètres carrés avec un financement sur 25 ans, on doit être avec un effort d'épargne, tout compris, taxe foncière, charges de gestion, charges de copropriété, à peu près une 50aine d'euros par mois pour la poche de l'investisseur. C'est super. Sur ce projet. Puis alors, tu parlais de l'entreprise qui faisait les travaux, qui était une bonne entreprise. Bon, les projections sont magnifiques en tout cas. Tout à fait. C'est le cas. Alors, le deuxième exemple, alors ça, celui-ci, il est pour moi. Donc, c'est pareil. Alors là, c'est de l'achat, pas dans un processus de Normandie, dans un processus classique pour une mise en location, soit nu, soit un LMNP. Appartement qui est situé dans les Arceaux, à Montpellier, pardon, donc dans un secteur recherché de Montpellier, avec un encadrement du loyer qui est très favorable. On a un DPE qui est en E. Alors, il permet toujours donc de louer l'appartement avec une fin en 2034 normalement. Mais c'est surtout qu'il a un potentiel de rénovation qui est intéressant en termes de valeur énergétique. On pourrait passer en C ou en D. Donc il a les 3 critères. C'est un studio dans un bon secteur avec une belle attractivité locative, avec une amélioration énergétique à faire.
Et pour le troisième exemple, donc là c'est pour Clotilde. Ça c'est chez nous. Donc toujours en synergie totale avec la transaction. C'est un immeuble en pleine gestion de 10 logements qui nous a été apporté effectivement par Foncia Transactions. La mise en place de notre synergie commence dès le moment de la signature du compromis pour pouvoir, entre le compromis et l'acte définitif, anticiper toutes les mises aux normes, les normes de décence, la réglementation dont on a parlé et accompagner le propriétaire pour qu'au moment de la signature définitive, tout soit vraiment mis en place au bon moment pour ne pas perdre de temps. Donc là, sur cet exemple, c'est une vente qui date de février, une mise à jour de nos mandats et des contrats avec Foncia en avril et une location des 10 logements au mois de mai. Donc une chronologie assez réactive pour 10 logements complets avec un propriétaire qui est passé dans les mains de Foncia Transactions et dans les mains de Foncia Gestion et qui a du coup bénéficié en plus de tarifs spécifiques parce qu'il est un client Foncia. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées tout au long du webinaire? Alors, nous, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès. Des questions. Ça arrive apparemment. Bon, en tout cas, c'était hyper intéressant. Merci à vous deux. C'est très constructif et j'ai appris pas mal de choses. Alors, avec toi, Denis, même si je fais pas de location, mais je suis quand même plus en partenariat avec la location qu'avec Optissimo et j'ai quand même appris des choses aussi sur la location. Je te remercie. La première question, donc c'est pour Denis. Combien faut-il compter de sa poche en épargne pour un premier petit investissement de Normandie? Alors tu as déjà répondu en partie. On a déjà un peu répondu. Visiblement, on a déjà un petit peu répondu. Alors un petit investissement de Normandie, il faut savoir que le de Normandie, on peut aller jusqu'à 300 000 € par an, donc sur un ou plusieurs investissements. Allez, pour un bien, on va dire, rénové à neuf, un petit studio, comme tu disais, de 30 mètres carrés, dans les 90-95 000 €. Si on fait son prêt, comme on le préconise souvent quand on a des personnes un peu jeunes sur 25 ans, c'est une cinquantaine d'euros. D'accord. On peut arriver, plus on va pousser le côté rentabilité, on peut arriver à de l'autofinancement. C'est pas de l'effort d'épargne, pardon, c'est combien il faut d'épargne pour le premier achat? Alors, je pense que la question doit être effort d'épargne. L'apport, on en a parlé tout à l'heure, il va falloir les frais. Et en effort d'épargne réel de sa poche, si d'un côté on a les loyers, l'économie d'impôt, de l'autre côté toutes les charges de gestion, taxes foncières, remboursement du crédit, assurance, le différentiel entre les deux, on va être entre 50 et 100 € pour un petit investissement. Ok. D'accord. Ensuite, la question suivante, c'est pour moi. Quelle est la période idéale pour revendre un investissement locatif? Alors, la période idéale, si vous voulez, c'est plusieurs critères. Évidemment, quand on est dans une période où l'immobilier est un peu plus attractif, c'est forcément une période plus propice que quand l'immobilier est un peu dans le creux de la vague. Et ensuite, le deuxième critère à regarder, c'est si, en fonction du système de défiscalisation qu'on a mis en place, il faut arriver au bout du système de défiscalisation pour revendre. Parce que forcément, si on a de la défisque en cours, c'est pas forcément intéressant de le vendre. Surtout qu'on n'a pas le droit. Oui. Surtout qu'on n'a pas le droit. Alors, pour le Pinel, mais par exemple, si on fait... En de Normandie non plus. C'est 6, 9 ou 12 ans. Je pensais plutôt à du New où on avait fait des travaux. Pour le coup, on défiscalise ces travaux. On n'a pas forcément fini de défiscaliser l'intégralité de ces travaux. On peut quand même revendre. On est d'accord? Pour le déficit foncier. Oui. En déficit foncier, oui. Tout à fait. Là, on peut revendre. Il faut avoir fini son déficit foncier. Ah, il faut avoir fini son déficit foncier. Bon, voilà. Il faut être en positif. Ok, donc voilà. Donc deuxième critère, c'est celui-ci. Et puis ensuite, le troisième critère, on nous pose souvent la question pour les propriétaires quand on a un locataire qui part. Est-ce que c'est le bon moment? Très sincèrement, même pour de l'investissement locatif, l'acquéreur est toujours, il préfère toujours acheter un appartement vide pour pouvoir lui faire ses travaux, choisir lui son locataire, ou en tout cas accompagner le gestionnaire sur le choix du locataire. Donc voilà, je dirais que c'est globalement c'est ça. Alors ensuite, prochaine question, est-ce rentable de confier son logement à la gestion locative en agence chez Foncia? C'est une question pour Clotilde. Moi. Oui. Alors c'est vrai ça, Clotilde.
Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on loue soi-même ou est-ce qu'on le met en agence? Alors, on met en agence sans aucun doute. Premièrement, parce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est totalement déductible des revenus fonciers. Donc, si on a fait son petit calcul de projet en amont, c'est intégré dans les charges et donc ça ne fait pas mal. Ouais. Deuxièmement, ça vous assure une sécurité sur vos revenus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes achètent avec un prêt immobilier. On ne peut pas se permettre d'avoir une procédure d'impayé quand on a un prêt immobilier. Alors, l'impayé est une chose, mais la procédure en est une autre et a un coût très fort. Et j'en passe sur la charge mentale qu'une expulsion peut apporter. Et puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, une agence immobilière va vous faire respecter les normes de décence, les lois, être dans les clous et ne pas avoir de problème avec son locataire. Et ce qui est aussi très rentable, c'est que du coup, on gagne du temps et ça, c'est de l'argent. Tout à fait. Merci Clotilde. Question suivante. Comment anticiper les travaux et frais cachés avant d'acheter? Alors ça, c'était une question pour moi. Comment anticiper les travaux et frais cachés avant d'acheter? Donc plusieurs possibilités. Il faut anticiper 2 types de travaux à mon sens quand on est en copropriété, j'entends. Donc les travaux liés intrinsèquement à l'appartement et les travaux liés à la copropriété. Alors pour toute la partie travaux liés à la copropriété, quand on passe par agence, c'est vrai que l'acquéreur est quand même bien encadré, il est très bien informé, il a énormément de documents qui lui permettent de savoir ce qui a été fait sur la copropriété, ce qui éventuellement va être fait sur la copropriété. Je pense notamment au PPT, le projet pluriannuel de travaux, qui est obligatoire pour toutes les copropriétés depuis 1er janvier 2025, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est en fait une audit de l'ensemble de la copropriété qui permet de recommander les travaux à prévoir sur les 10 années à venir. Alors, ce sont que des recommandations, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet quand même d'avoir une bonne vision de comment se tient la copro et est-ce que les propriétaires en ont fait jusqu'ici. Ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est concernant l'appartement. Idéalement, venir avec un expert, un artisan, qui va pouvoir vous faire un devis de manière classique des travaux. Après, on sait comment ça fonctionne dans les travaux. Il y a toujours des surprises, bonnes ou mauvaises. Donc, il y a un aléatoire, mais globalement, quand on fait venir un artisan sur place, ça permet quand même d'avoir déjà une bonne idée de ce qui peut s'engager. Ouais. Question suivante. Y a-t-il d'autres critères que les revenus pour choisir son locataire? Et c'est une question à Clotilde à nouveau. Oui, alors effectivement, le nerf de la guerre, c'est les revenus. Il faut couvrir 3 fois le montant du loyer en CDI hors période d'essai quand on est un salarié. Quand on est sur de l'étudiant, on regarde la solvabilité des parents. Ça, c'est effectivement le premier critère. On a quand même d'autres critères qui sont aussi le projet de vie. L'idéal pour un investisseur, c'est d'avoir pas de turnover ou le moins possible. Donc on essaye de trouver des locataires qui potentiellement peuvent rester longtemps. Donc on gratte un petit peu sur la raison de leur déménagement. Où est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'il y a des enfants? Où est-ce qu'ils sont scolarisés? On essaye de comprendre un petit peu le cheminement et de cerner si on est sur des personnes qui sont sur un tremplin en attendant la finition d'une construction de maison par exemple, ou est-ce qu'il y a un vrai projet de vie pour s'installer ici. On a aussi un critère qui est assez subjectif, mais qui est le critère feeling et sérieux du locataire. On fait en interne des enquêtes sur tous les dossiers qui sont déposés. On appelle les employeurs, on appelle les anciens bailleurs pour vérifier que les documents qu'on ait sous les yeux soient les bons, pour vérifier que le candidat est bien toujours dans l'entreprise, qu'il n'est pas en cours de licenciement par exemple, pour vérifier que dans son précédent logement, il payait bien son loyer, et pour sécuriser effectivement... Il y a beaucoup de faux. Alors, il y a de moins en moins de faux, parce qu'en tout cas, nous, on passe à côté, parce qu'en interne, on a un petit logiciel qui détecte les falsifications de documents. Donc, ça nous permet de passer à côté. Mais effectivement, aujourd'hui, toute la journée, nos négociateurs en location disent une chose, c'est 3 fois le montant du loyer, sinon ça passe pas. Donc, on a quelques petits malins qui s'amusent à changer. Rajouter un zéro. Un petit zéro. Bon, c'est quand même pointu, la recherche du C'est un vrai engagement. Donc, effectivement, une fois que le bail est signé, on est engagé. Donc, avant de signer, il faut quand même être sûr. Et l'argent n'étant pas la totalité des critères, effectivement, il faut regarder l'ensemble des critères pour ne pas se tromper de locataire. C'est la partie la plus importante. C'est vrai que vous avez des outils, une fois de plus, je suis désolé de le dire, mais quand on est propriétaire particulier,
ils n'ont C'est de pas la ça à loterie. disposition. C'est de la quoi. loterie. Ils n'ont pas ça à disposition. Donc ils ont beau essayer de Il y a sélectionner une au partie mieux. aléatoire. Il y a une partie aléatoire qui est vraiment gommée quand on met en gestion locative en agence. Pour aller plus loin aussi là-dedans, c'est que quand on sélectionne un locataire, c'est à un instant T de sa vie. 6 mois après, 1 an plus tard, sa vie a pu basculer. Bien sûr. On peut avoir une perte d'emploi, on peut avoir une maladie, on peut avoir un changement, un divorce, peu importe, qui fait que les revenus du foyer sont plus les mêmes, que la personne qu'on avait finalement il y a 1 an face à nous n'est aujourd'hui plus en capacité de payer correctement son loyer. Sauf que comme elle a un bail en cours, elle peut aussi être défectueuse à ce sujet-là. Donc, pas que les revenus. Pas que les revenus. L'argent, ça fait pas tout. Pour Denis, cette fois-ci. Une question auquel on a déjà répondu aussi. Quand se termine la loi de Normandie et va-t-elle être prolongée? Alors, si ma mémoire est bonne, 2027. 2027, décembre. C'est ça, décembre 2027, exactement. Donc ça veut dire qu'on a jusqu'au 1er janvier 2028 pour faire une acquisition et passer chez le notaire, ce qui nous laisse quand même pas mal de temps. Hein. Mais à date, le Pinel n'existant plus, le de Normandie étant sur une fin à 2027, on n'a pas vraiment de nouveau système. On n'a pas de visibilité. J'allais faire petite blague en disant qu'on a autant de visibilité sur la loi que celle de notre gouvernement. On ne sait pas de combien de temps va durer le gouvernement. Malheureusement, donc c'est très compliqué pour nous d'avoir une visibilité à moyen ou à long terme. Nous, ce qu'on ressent sur le terrain, c'est que cette loi prend vraiment beaucoup d'ampleur et que les maires poussent parce qu'ils sont enchantés de voir leur ville vraiment reprendre des couleurs. On peut prendre l'exemple de la ville de Béziers avec Robert Ménard qui a vu un nombre d'immeubles se rénover dans son cœur de ville et il en est enchanté. Ça dynamise la ville, ça redynamise le secteur complètement. Donc en fait, il faut profiter des fiscalisations qui sont pour le moment il est encore présentes. temps. Il faut en profiter, exactement. Et il y a encore beaucoup de centres-villes à rénover. En tout cas, on peut avoir un espoir, c'est qu'au vu de l'engouement des différents maires qu'on rencontre, j'étais avec le maire de Mont-de-Marsan ce lundi matin encore au téléphone sur lequel on a un programme. Ils vont tout faire pour que ça soit prolongé. J'en suis convaincu. Donc notre futur gouvernement qui nous entendra, on espère qu'on aura une prolongation de la loi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne pense pas. C'est une bonne question, ça. Le dispositif est... C'est une bonne question. Oui, pardon. Oui, le dispositif de Normandie est-il un dispositif vraiment social? Alors, non. À proprement parler, justement, au grand désarroi des mairies, ça ne rentre pas dans les quotas sociaux des mairies. Donc, c'est une loi qui se veut un peu sociale parce qu'on va devoir respecter un plafond de loyer qui est rarement atteint, pour être honnête. C'est là encore une petite incohérence. Ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Mais souvent, le plafond de Normandie correspond au loyer marché. Donc, on n'a pas tellement de soucis de ce côté-là. Ça ne va pas venir rogner notre rentabilité. Et sur le côté plafond de revenus, pour vous donner un ordre d'idée, 80% de la population française pourrait louer un appartement de Normandie. D'accord. Donc social, je vais quand même mettre des guillemets. Et pour répondre à la question, on va dire technique, non, malheureusement, entre guillemets, mais ça ne correspond pas pour les mairies à leur quota de logements sociaux qu'ils doivent faire dans la ville. Ok. Alors, d'autres questions? Pas de questions. Donc, écoutez, je vous remercie tous les trois tous les deux. On est trois avec moi. Tu te remercies toi-même. Je vous remercie pour ce webinaire. Il est, merci à toi. Je trouve, un merveilleux exemple du fait que voilà, on a une bonne synergie au sein de l'entreprise. Nos différents métiers se croisent et ont besoin les uns des autres. Exactement. Donc, merci à vous. Merci à toi. Et pensez à gagner un voyage. Ah oui, pensez, en ce moment, on a un jeu concours au sein de Foncia qui est le fait de pouvoir gagner un voyage à Bali ou un vélo, mais surtout un voyage à Bali pour toutes les personnes. On aurait pu faire un effort sur le deuxième prix. Pour toutes les personnes qui souhaitent vendre leur logement, leurs biens. Si vous signez un mandat de vente chez Foncia, vous pouvez être éligible à ce lot. Voilà, n'hésitez pas. Chouette. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.